Bienvenue dans ce numéro d'Yves Livre avec comme invité Bénédicte Fly-Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous venez pour un livre que vous venez de publier qui s'appelle Je suis né au son du violon. Et c'est une biographie de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, qu'on ne connaît pas vraiment, et c'est bien dommage, qui s'appelle Camille Urso. Oui, ça a été tout mon questionnement en fait quand j'ai écrit ce livre. Je me suis dit pourquoi cette femme avec cette destinée extraordinaire, ce niveau de notoriété française Et internationale. Voilà, non, mais une Française qui a rayonné dans le monde entier. Pourquoi cette femme est complètement effacée et oubliée aujourd'hui? C'était un peu le détonateur de l'écriture de ce livre. Alors, on va situer les années. Elle est née, je crois, en 1840 et elle est morte en 1902, c'est ça? C'est ça, oui. Pour situer l'époque. Et c'est une violoniste. Formidable violoniste, seulement voilà, à l'époque, c'était pas bien vu pour les femmes de jouer d'un instrument autre que le piano. Alors le piano, ça allait. Le piano, une bonne jeune fille dans les bonnes familles jouait du piano le dimanche après-midi, après le thé, on les écoutait, tout allait bien, c'était pas risqué. C'était convenable. Mais alors, les autres instruments, pas question. Oui, le piano, on considérait que c'était un instrument d'agrément qui, voilà, la mère de famille ou l'épouse agrémentait son foyer en jouant du piano. La jeune fille attirait les prétendants par ce biais-là, mais le violon, c'était absolument... Il n'y avait pas d'interdiction, mais c'était une interdiction tacite. Oui, tacite, il n'y a pas en de fait. règles. Mais... Parce que on est quand même... Il faut resituer le contexte. On est dans la France post-napoléonienne, et le violon avait des accents très martiaux, très belliqueux. Ah oui. Et voilà. Donc c'était pas féminin. Et donc c'était absolument indécent surtout parce que la femme au 19e siècle, elle devait être discrète, elle devait rester dans son intérieur, elle devait pas faire de vagues. Et voilà, la fougue qu'exigeait la pratique du violon, voilà, ça ne correspondait pas à l'image qu'on se faisait de la femme. Voilà. Et pourtant, alors cette Camille Urso, qui est née à Nantes, c'est ça? C'est ça. Avec un père musicien, enfin des parents qui sont dans la musique. Comment elle découvre le violon? Alors, c'est une sorte... c'est une révélation, c'est presque une transcendance, parce qu'elle a 7 ans, elle est dans l'église Sainte-Croix à Nantes, et elle entend la messe en si mineur de Bach. Et à partir de ce moment-là, elle se dit ce sera ma vie. C'est ce que je dis dans le livre, ce sera mon instrument et je serai le sien. Voilà. Alors donc elle commence à jouer du violon, elle est extrêmement douée. Oui. Elle a pour des cours avec un professeur, je crois, de l'orchestre de Nantes, c'est ça au départ? C'est ça, oui. Il y a un ami de son père qui s'appelle Félix Simon et qui est premier violon à l'Opéra-Théâtre Graslin, et voilà, qui va être son premier initiateur. Il ne faut pas qu'elle en reste là, il faut qu'elle aille faire le conservatoire de Paris. C'est ça, oui. Je pense qu'au début, il accepte un peu en freinant des cas de fer, parce que c'est une fille. Et ensuite... il se rend compte qu'elle est tellement douée. C'est ça. Ensuite, il est presque dépassé par ce qu'il découvre et par la maestria de cet enfant qui en plus qui est minuscule, qui est très petite de taille, et voilà, il se dit, je pense que inconsciemment il se dit, bientôt je ne vais plus suffire à cet enfant pour la faire progresser. Donc il faut l'envoyer au conservatoire de Paris. Seulement là, il y a eu jusqu'à elle très très peu de femmes. Voilà. On dit souvent que c'est la première, c'est pas tout à fait la première, hein, c'est pas vrai. Non, c'est la 3e, mais bon, en 60 ans, parce que le conservatoire a été ouvert après la Révolution en 1795, si je ne dis pas de bêtises, et elle toque à sa porte en 1849. Donc il y a eu 2 femmes dans les classes de cordes, pas de violon, c'est-à-dire de cordes dans leur ensemble. Le violon, c'est la première. Voilà. Et
Aubert, qui est le directeur du conservatoire de l'époque. Aubert, alors on connaît plus maintenant la rue ou la station de métro. C'est ça. Mais enfin, c'était un grand musicien et c'était le directeur. Il faut savoir à quoi c'est dû. Voilà. Absolument. C'était le directeur du conservatoire. Au début aussi, lui, il est très, très réticent. Enfin, tout le monde est très réticent. Oui. Il y a un peu bis repetita, en fait. Et puis finalement, elle est tellement douée. Voilà. Elle finit le conservatoire, elle a quel âge, 12 ans, enfin, 12 ans, oui. Très jeune, hein. Oui. En fait, quand Camille entre au conservatoire, elle a à peine 9 ans depuis quelques jours, ce qui est l'âge minimum dans les règlements de l'école. Et elle la quitte après 3 ans d'études à 12 ans seulement. C'est ça. Voilà. Et elle part assez vite faire une tournée aux États-Unis, Oui. On va voir que les États-Unis ont une grande importance dans sa vie. Oui. Est-ce que c'était plus facile, des questions qu'on se pose aux États-Unis qu'en Europe, de voir une femme violoniste, par exemple? Je ne sais pas si c'était plus facile, mais il y avait quand même un appétit de culture parce que c'était le nouveau monde et on était très friands de ce qui venait d'Europe, parce que c'est quand même l'époque où beaucoup de colons s'y installaient ou s'y étaient installés dans les décennies précédentes. Donc non, je pense pas que c'était nécessairement plus facile, mais il y avait peut-être plus de curiosité envers les artistes. Ouais, la nouveauté aussi. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'elle se pose des questions. Elle se dit, au fond, parce qu'il y a un vrai problème. Bon, finalement, à force de volonté et puis de talent et de génie même, elle a un parcours d'études classiques tout à fait normal, enfin, si je peux dire. Le problème, c'est qu'à l'époque, même si vous êtes, comme Camille Urso, une violoniste sortie du conservatoire, les orchestres ne vous veulent pas. C'est ça, oui, mais ça, c'est quelque chose auquel elle s'est attaquée plus tard dans sa carrière, parce que c'est vrai que tout le début de sa trajectoire, ça a été de s'imposer dans son milieu, dans son métier, parce qu'elle était femme, presque, on peut dire, en dépit de son état de femme. Et je pense que ça a été que dans un second temps où elle s'est dit, là, il y a un problème, parce que moi, Camille et d'autres violonistes prodiges de l'époque, nous avons ouvert les portes. Mais les portes ne s'ouvrent pas quand même. Mais si, les portes des écoles, des académies, des conservatoires se sont ouvertes sous leur impulsion à ces femmes prodiges. Mais une fois qu'elles étaient formées, parce qu'après, il y en a eu beaucoup, les années 1870, 1880, il y en a eu beaucoup, mais personne ne les embauchait. Donc ça a été... Il y avait ce sentiment quand même. On retrouve d'ailleurs la même chose en politique quand il s'agit de savoir si on pouvait élire des femmes. Par exemple, j'ai vu des débats au Sénat qui étaient formidables, qui disaient attendez, mais s'il y a des femmes qui siègent parmi nous, ça va tourner la tête des hommes, ils vont plus savoir. Et c'est un peu ça dans les orchestres. On se dit aussi, elles vont semer la zizanie, quoi. Ça va être impossible de garder de l'ordre avec des femmes. C'est ça, c'est à la fin de la vie de Camille et que, au moment où elle est morte en 1902, en fait, j'en ris, mais c'est pas très drôle. Mais effectivement, c'était la logique des responsables d'orchestre. C'était mettons pas la louve dans la bergerie, ça va le diable, ça va tourner les têtes. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, parce que c'est vrai que certains et certaines sont hostiles à l'idée des quotas pour promouvoir les femmes dans les filières professionnelles. Mais en fait, en 1904, il y a eu une loi du ministère du ministre de l'Instruction publique, c'est l'équivalent de l'Éducation nationale. Voilà. Pour restreindre le nombre de filles dans les classes de cordes au conservatoire, parce qu'elle raflait tous les prix. Elle raflait tous les prix. Et c'était meilleur en plus. Voilà. Donc, alors, revenons un instant à Camille Urso pour dire, ça va être une star
internationale, incroyable. C'est incroyable qu'on la connaisse plus aujourd'hui. Elle va avoir une carrière prodigieuse. Elle va s'installer aux États-Unis. Elle va finir sa vie aux États-Unis. Mais c'est une carrière internationale. C'est une star internationale. Ouais. Et je dis, c'est incroyable qu'on la connaisse pas. Vous citez un article d'un journal français. Oui. Qui parle de sa mort, qui dit Camille Urso, l'artiste italienne. Même en France, on ne sait même pas. C'est ça. On ne sait même pas qui elle est. C'est quand même incroyable. Quoi. En France, on a su qui elle était parce qu'elle est quand même, elle est revenue beaucoup pendant sa carrière, notamment jouer auprès des proches de Napoléon III. Elle est revenue jouer avec l'orchestre du Conservatoire. Donc, elle est venue et elle était célèbre en France, mais elle n'a pas eu la notoriété qu'elle a eu aux États-Unis et ailleurs, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais elle a été... Oui, en Australie, en Afrique du Sud. Elle a rempli des salles... Oui, c'est ça, les gens faisaient la queue, quoi. Oui. Vous avez vu le jubilé qu'elle a fait en 1869 à San Francisco, où il y avait jusqu'à 18 000 personnes par jour. Qui faisaient la queue dans la rue, oui. Non, mais c'est la Lady Gaga de... Alors, sur le plan privé, elle a eu 2 maris, c'est ça ? C'est ça, un qui est mort... qui est prématurément. Et l'autre qui était plus jeune qu'elle. Ouais, un petit peu plus jeune qu'elle. Et qui s'est beaucoup occupé d'elle, enfin qui était très... Qui était, c'était un homme moderne, hein, parce que il a accepté il a été son impresario toutes les années qu'ils ont passées ensemble. Il a été son impresario, et vous avez dû voir dans le livre, je cite un article où il dit, bien conscient qu'il ne peut y avoir qu'un seul génie dans la famille. Voilà. Voilà. Alors, et ils ont eu 3 enfants ensemble, non, 2 enfants ensemble. Il en avait eu 3 de son premier époux. Voilà. Ce qui vous a intéressé, alors évidemment, il y a cette carrière, c'est de faire découvrir cette femme extraordinaire. Mais c'est aussi, parce que c'est ça qui vous intéresse dans votre recherche, c'est le côté féministe. C'est-à-dire qu'elle s'est battue aussi. C'est quelqu'un d'assez... timide, on pourrait dire, hein, dans la vie, d'assez réservé. Oui. Mais dans ce combat pour les femmes, elle va se battre. Oui, justement, je pense que c'est ce qu'il y a de remarquable dans le parcours de Camille, c'est que malgré un tempérament introverti, elle à partir d'un certain moment, elle s'est fait violence. Elle s'est dit... J'ai cette notoriété, j'ai cette écoute de la presse qui est ultra présente à l'époque, donc je vais m'en servir pour plaider la cause des femmes. Et voilà, et elle l'a fait. Il y a eu ce point d'orgue de son discours. Absolument. Voilà. Racontez, non. Alors, c'est dans le cadre de l'exposition universelle colombienne de 1893. En fait, il y avait un bâtiment qui s'appelait le Women's Building, et en fait, il y a des oratrices éminentes se succédaient à la tribune, et Camille a été l'une d'entre elles, et elle a eu un discours incroyablement là aussi avant-gardiste, parce on est quand même en 1893. Elle a plaidé l'embauche des femmes, l'égalité salariale, des choses. C'est là qu'elle commence à dépasser. Jusque-là, elle se disait, au fond, c'est mon art qui me définit. Voilà. Et là, elle sent qu'elle a aussi une cause à défendre, qui est la cause des femmes. C'est ça, oui. C'est cette période qui vous intéresse, vous ? Tout m'intéresse. Tout vous intéresse dans ce combat des femmes ? Et je crois qu'elle m'a emporté. Camille m'a emporté, parce que je soupçonnais pas tout ce que j'allais découvrir à son propos. Parce que quand on sonde la presse américaine en ligne, c'est incroyable. J'ai même pas pu tout inclure tellement c'est riche. Tellement c'est riche, absolument. Oui, alors, c'est un oubli de l'histoire, qui est absolument incroyable. Alors, je vous presse un petit peu, malheureusement. Vous vouliez parler d'un livre d'Odile Lefranc qui s'appelle Le Lac au miroir. Oui, qui est chez Viviane Omni. Oui. Parce que vous allez être, je dis ça tout de suite, vous allez être à Cultura Vilaine-Orgeval
le 27 mai pour une dédicace de 10h, enfin un salon de 10h à 18h, c'est ça? C'est ça, une dédicace marathon, on va dire. Marathon. Et Odile Lefranc sera avec vous, c'est ça? C'est ça, oui, oui. Et on a comme point commun que son livre parle d'art aussi. Et enfin, c'est la quête initiatique d'une héroïne qui tente de fuir sa famille, sa relation douloureuse avec sa mère, et en partant à Bali, eh ben, elle va renouer avec ses racines et par l'entremise d'un peintre qui s'appelle Walter Spies. Voilà. Le Lac au miroir, c'est chez Ouais. Viviane Ami, qui est une excellente Maison éditrice. d'édition, Alors, absolument. je vous disais, vous serez au salon Cultura Vilaine à Orgeval, Vilaine-Orgeval, pardon, Oui. le 27 mai de 10h à 18h. Comme Oui. vous dites, c'est un marathon. Et puis, 2 jours avant, vous êtes au Cercle national de l'armée à Paris pour un salon des femmes de lettres. Oui, Salon des femmes de lettres où il y aura La remise du prix Simone Weil notamment. Hein. C'est ça, et plein de belles plumes. Dominique Bonnat, Violette Dursault, vous êtes en bonne Papin. Oui, je suis en très bonne compagnie. Très bonne compagnie. Voilà. Ben voilà, je rappelle le titre de votre livre. Je suis née au son du violon, la vie de Camille Urso, première musicienne féministe. C'est donc Bénédicte Fly-Sainte-Marie. Merci infiniment. Merci infiniment.